Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. Nous allons donc passer une demi-heure ensemble pour tenter de comprendre ce qui se joue en ce moment sur les marchés. On a un CAC 40 qui est dans le vert à la mi-journée. On préserve pour l'instant les 6000 points dans un contexte macro plutôt favorable, puisqu'on a eu un rebond notamment du moral des ménages en mars après 2 mois de baisse, indicateur publié ce matin. Alors justement, on va faire en cette mi-journée un gros point macroéconomie. D'abord, on attend pas mal d'indicateurs cette semaine, notamment vendredi. L'emploi aux États-Unis, ça risque bien d'ailleurs de mettre encore un petit peu plus en évidence la différence de situation entre les États-Unis et l'Europe. On a encore une accélération de la vaccination, un plan d'infrastructure qui va venir se rajouter à un plan de relance de 1900 milliards de dollars d'un côté, et puis de l'autre, une campagne de vaccination qui patine, des mesures de restrictions supplémentaires qui menacent et un plan de relance européen qui semble à l'arrêt. On parlera également un peu plus longuement des marchés émergents aujourd'hui. Comment s'en sortent-ils dans ce contexte? On a un mouvement de consolidation sur ces marchés depuis un mois. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Quels sont les indices qui s'en sortent le mieux et les secteurs? Point complet à suivre. Mais d'abord, comme chaque jour, un petit détour par la Bourse de Paris à la mi-journée. C'est donc Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine depuis les locaux de Bourse Direct. Le CAC 40 poursuit sa hausse à la mi-journée. L'optimisme sur la reprise économique mondiale continue de l'emporter sur les craintes sanitaires et les inquiétudes sur le secteur financier. Les investisseurs restent cependant prudents, notamment en France où le pic du nombre de malades en réanimation de la deuxième vague a été franchi hier et où les discussions gouvernementales sur de nouvelles mesures de restriction continuent. C'est beaucoup plus actif de l'autre côté de l'Atlantique où le président Joe Biden a promis que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin dans 3 semaines et alors qu'il a déjà doublé son objectif de vaccination, le passant de 100 à 200 millions de personnes vaccinées en 100 jours. Côté statistique, la confiance des ménages français est en hausse au mois de mars, selon l'enquête de l'INSEE, à 94 points contre 91 au mois de février. Malgré ce redressement de la confiance, les ménages se disent plus disposés à économiser qu'à dépenser. L'indicateur mesurant l'opportunité d'épargne est ressorti à 42, au plus haut depuis le début de l'enquête de l'INSEE en 1972. Nous attendons également aujourd'hui l'indice de confiance des ménages du côté des États-Unis. Il est attendu autour de 96 points contre 91 en février. Ce sera donc dans l'après-midi. Et puis, toujours du côté des statistiques, très attendu cette semaine, bien sûr, l'indice emploi ADP aux États-Unis. Pour rappel, le mois dernier, les créations d'emplois dans le secteur privé avait reculé à 177 000, bien en dessous des attentes. Du côté des valeurs maintenant, les bancaires tirent le CAC 40 après leur perte de lundi. Les titres du secteur profitent de la remontée des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent entre 1,5 et 3% à la mi-journée. Alstom décroche un contrat qui prévoit la conception et la fabrication de 234 voitures de métro à Bombay, en Inde. Une commande qui s'élève à 220 millions d'euros. Nous suivrons aussi aujourd'hui le groupe Lagardère. Le titre grimpe à la mi-journée. Le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé Pierre Leroy, président directeur général, en remplacement d'Arnaud Nourry. Son départ relance les spéculations qui veulent que Vivendi récupère certains actifs de Lagardère, comme l'activité d'édition ou la station de radio Europe 1. La société d'investissement Euraseo annonce un accord d'exclusivité pour devenir l'actionnaire majoritaire de la marque française d'alimentation pour animaux Ultra Premium Direct, un investissement de 68 millions d'euros. Et enfin, ArcelorMittal qui a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et développer les technologies recourant à l'hydrogène. L'euro, lui, se maintient à un plus bas face au dollar, en dessous des 1,18 et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019. Il souffre lui aussi du renforcement des restrictions sanitaires en France et en Allemagne qui pèsent sur les perspectives économiques à court terme. Les cours du pétrole, eux, évoluent peu. Ce mardi, l'attention des investisseurs se détourne du
canal de Suez, où le trafic a repris après plusieurs jours de blocage, pour se focaliser sur la réunion ce jeudi des membres de l'OPEP+, qui doit discuter du maintien des mesures de réduction et de production. Eva Ben Saadi, depuis les locaux de Bourse Direct, Eva, que vous retrouvez évidemment tous les jours sur Bismart à 10h, à midi et demi, à 15h et à 18h30. Et nous sommes en ligne avec Laetitia Baldeschi. Bonjour, vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. Alors, je le disais, point macro pour commencer aujourd'hui, puisqu'on a une semaine chargée en termes d'indicateurs cette semaine. Eva le disait à l'instant, on attend notamment le rapport sur l'emploi vendredi aux États-Unis. Cet après-midi, l'indice de confiance des consommateurs, le Conference Board aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous en attendez, Laetitia ? Bonjour. Oui, effectivement, c'est une semaine assez riche côté macroéconomie, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. On attend bien évidemment la confirmation dans les statistiques macroéconomiques de l'embellie que l'on peut observer et qui est déjà bien observable, en tout cas sur les marchés financiers côté outre-Atlantique, puisqu'on a vraiment cette perspective d'un rebond encore accéléré, encore amplifié par la multiplication des plans, des plans budgétaires. Je rappelle décembre 900 milliards, 1900 milliards il y a quelques jours, quelques semaines, et puis maintenant la perspective du plan d'infrastructure annoncé par Joe Biden, qui devrait être précisé demain lors d'un discours à Pittsburgh. Donc on voit qu'on a une administration américaine qui est vraiment au soutien de cette économie américaine, et donc on doit le voir dans les chiffres notamment de confiance, confiance des ménages comme vous l'attendez, et puis surtout la matérialisation de la réouverture de cette économie américaine qui est liée évidemment à l'avancée assez rapide du plan de vaccination, et donc on va avoir une ouverture de certains services qui étaient jusque-là fermés, donc ça va se traduire par des créations d'emplois, et normalement vendredi on devra avoir un chiffre de création d'emplois assez vigoureux. Alors les consensus sont autour de 600 000. Vous savez comme moi que ces consensus sont assez fragiles. Néanmoins, on va avoir un chiffre assez fort et donc une réduction mécanique du taux de chômage annoncée vraisemblablement vendredi prochain. Oui, alors Laetitia, effectivement, vous le disiez, on a l'impression que tout s'accélère très nettement aux États-Unis. Là, l'objectif de vaccination pour les 100 jours de Biden a été doublé. On passe comme ça de 100 millions à 200 millions. Joe Biden qui nous dit que d'ici 3 semaines, 90% des Américains seront éligibles à la vaccination. On a l'impression que ça va très très vite. Les plans, vous le disiez, s'empilent les uns sur les autres. On a même du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe dans cette reprise qui pourrait un petit peu s'emballer peut-être aux États-Unis, Laetitia ? Alors c'était effectivement les inquiétudes en tout cas du marché à partir du mois de février et qui se traduisent par des hausses de taux nominaux et taux réels pendant quelques temps. On voit qu'aujourd'hui effectivement il y a une petite accélération sur les taux longs américains depuis là quelques jours. On voit bien que cette je dirais dominante dans le discours de tous ces plans et de toutes ces nouvelles positives en termes de croissance à venir pousse un peu les anticipations d'inflation et donc fait craindre cette surchauffe. Toujours est-il qu'il faut quand même se rappeler, et la Fed l'a bien rappelé, on est loin du plein emploi. Encore avant les chiffres du mois de mars, on était encore avec un manque de plus de 9 millions d'emplois sur cette économie américaine, si on se met en relatif à ce qu'il y avait comme situation avant la crise sanitaire. Donc on est encore loin, on parle de 600 000 créations sur ce mois-ci, donc vous voyez qu'on est encore loin de retrouver les niveaux d'emploi d'avant, donc il est encore prématuré vraiment de parler de surchauffe. Toujours est-il qu'il y a une reprise de l'activité qui apparaît plus vigoureuse que ce que l'on peut observer en Europe, où on est contraint encore par des nouvelles mesures de restriction qui retardent la dynamique de reprise, de réouverture de l'ensemble de l'économie. C'est un peu ce que l'on observe sur les marchés avec la traduction sur l'euro actuellement qui est un peu plus affaibli contre dollar.
Oui, effectivement, vous avez raison, Laetitia. On a l'impression que ça patine un peu en Europe du point de vue vaccinal, évidemment, du point de vue également du plan de relance. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à ce plan de relance où on avait fait grand cas quand il a été annoncé, tout était formidable. Et puis finalement, on a du mal à voir la concrétisation de ce plan. Oui, c'est comme le soulignait d'ailleurs le président Macron et dans son discours, les lourdeurs et la complexité du système européen qui fait que ce plan, il avait été décidé par le Conseil, validé par ce Conseil européen. Il a fallu le faire passer devant le Parlement européen et maintenant il faut qu'il soit ratifié par l'ensemble des parlements de l'ensemble des pays européens, donc des 27 pays. Et on est donc dans cette procédure-là avec un nouveau coup d'arrêt lié à l'Allemagne cette fois-ci, puisque même si le Parlement dans ces deux chambres a validé ce plan, il y a eu un recours devant la Cour constitutionnelle d'un des partis europhobes, bien évidemment, qui met en doute la conformité de ce plan et notamment du financement de ce plan, qui repose, je vous le rappelle, sur un endettement commun par le biais de la Commission européenne. Donc ce parti europhobe met en doute la constitutionnalité de cette mesure, compte tenu du fait que ce n'était pas prévu initialement par le traité, et notamment que ça pourrait laisser entendre qu'il y aurait un jour ou l'autre une union budgétaire. Enfin, c'est l'argumentaire mis en avant. Alors, il nous semble que ce n'est qu'un retard, je dirais, ponctuel dans la marche, mais c'est vrai que ça alimente ce discours qui finalement est validé par les faits, malheureusement, de lenteur de la démarche européenne. On avait été très heureux au mois de juillet dernier, et puis là, on en est toujours à valider le projet, et donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucun euro directement dans les économies à ce titre. Donc ces 750 milliards d'euros de plan de relance, ils ne sont toujours pas en action dans les États. Alors évidemment, chacun des États membres de l'Union européenne gère sa politique budgétaire de façon indépendante et en parallèle, et donc a pu contribuer à soutenir son économie nationale à du concurrence. Pour autant, il n'y a pas cette dynamique européenne et on l'attend toujours, donc on l'espère pour la fin juin, mais évidemment cette décision de la Cour constitutionnelle allemande peut retarder encore un peu le procédé, ce qui est dommageable finalement pour cette Europe. Alors justement, au regard de tout ce que vous venez de dire, Laetitia, quels sont vos scénarios là pour les 3 prochains mois ? Alors, c'est vrai que nous continuons de penser que le scénario le plus probable est un scénario de normalisation graduelle, ce qu'on appelle normalisation graduelle, c'est-à-dire qu'on réouvre toutes les économies. Alors évidemment, en priorité, les États-Unis et Royaume-Uni qui ont un peu d'avance dans le programme de vaccination, mais globalement, à 3 mois, l'Europe va aussi suivre cette dynamique-là. On le voit bien, les chiffres montrent une petite accélération dans les vaccinations. Si les doses arrivent, on va vacciner plus vite. Et donc, cette normalisation va se traduire de nouveau par une normalisation également, si on peut dire, des niveaux de taux longs, alors plutôt aux États-Unis, on envisage un taux cible autour de 1,90, donc on voit un petit peu d'appréciation sur les taux longs américains à 3 mois, et de nouveau des hausses sur les marchés d'actifs plus risqués, les actions. On continue de penser que à 3 mois, l'environnement est plutôt favorable aux actions, on est plutôt un peu surpondéré dans nos portefeuilles diversifiés, avec quand même une préférence pour la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'en termes de valorisation, il y a plus de matière à venir investir sur les marchés européens. La composition des indices est plus favorable à un trait de ce qu'on appelle de reflation, donc de redémarrage et on récupère sur les secteurs qui avaient été délaissés pendant toute la pandémie. Et puis, rappelons-nous, tout ce qui est tech, tout ce qui avait tiré toute la croissance des marchés actions sur l'année passée, est plus sensible aux remontées de taux, donc un peu moins en vogue aujourd'hui. Donc on serait un peu plus surpondéré sur le marché européen en jouant ce trade de reflation. Avec évidemment des couvertures sur l'inflation, parce qu'on va avoir des chiffres d'inflation qui vont être un peu plus élevés. Il y a quand même un peu de tension sur les prix, notamment on l'a vu sur les prix des transports. Donc tout ceci va se traduire dans les chiffres, et donc on se protège un petit peu avec des placements sur les inflations, les obligations indexées.
Un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus, Laetitia. Pas de vraie tension inflationniste tant que les marchés de l'emploi sont dans l'état où ils sont actuellement, c'est-à-dire avec des taux de chômage qui restent supérieurs à un niveau de plein emploi, largement. Les vraies tensions inflationnistes viennent des salaires en général, et donc on n'est pas encore à une accélération des salaires, loin de là, ni aux États-Unis d'ailleurs, ni en Europe. Donc on a des hausses ponctuelles de coûts liées à la réorganisation des chaînes de production pour beaucoup, à des effets de base, à des revalorisation des matières premières, mais ce ne sont pas des tensions inflationnistes sous-jacentes, ce qui est sensible à la politique monétaire, donc qui pourrait entraîner des modifications de politique monétaire. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. Et on va maintenant poursuivre la discussion avec Bruno Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Gemway Assets et avec vous, on va s'intéresser plus particulièrement aux marchés émergents. On parle beaucoup, encore là, on vient d'en parler avec Laetitia, de la différence en termes de vaccination et de situation sanitaire entre les États-Unis et l'Europe. Mais qu'en est-il du côté des pays émergents ? Alors la situation est encore plus diverse, parce qu'on a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas eu vraiment un énorme problème Covid. C'est le cas de la Chine. Globalement, le nombre de cas a été quand même très, très, très bas, et toujours très, très bas. Et la situation a été vraiment gérée de manière tout à fait intéressante, tout à fait correcte, à partir du deuxième trimestre de l'année dernière. Donc on a une reprise économique en Chine qui date quasiment du deuxième trimestre dernier. Et ils sont très en avance, en fait, absolument. Sur cette reprise. Et alors après, à partir de maintenant, effectivement, on est dans une phase d'un effet de base important, parce que le premier trimestre 2020 était très bas, bien évidemment. Donc le premier trimestre 2021 en glissement annuel va être très fort. Ça va être le cas également du deuxième trimestre de cette année. Et après, par contre, on verra une normalisation de la croissance économique à partir du troisième trimestre 2021. Sinon, au niveau de la campagne de vaccination, elle va commencer en Chine. Elle est aussi assez poussive également, même si le problème est bien évidemment pas aussi crucial que ce qu'on peut avoir ici en Europe. Dans les autres pays émergents, la situation n'est pas simple du tout, parce que alors certains pays s'en tirent pas trop mal, comme le Chili, qui est en avance sur sa vaccination, mais d'autres pays, notamment les plus grands, comme l'Inde, clairement, on est loin d'une vaccination importante, même si les chiffres en absolu sont quand même des chiffres importants, mais globalement, en pourcentage de la population, on reste sur des chiffres très bas. Au Brésil, la situation sanitaire est quasiment incontrôlable aujourd'hui. Donc, on a vraiment une diversité de cas qui fait que la reprise économique dans tous ces pays va pas du tout être synchrone. Elle va être vraiment décalée, un peu à l'image de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe. Alors, sur les marchés émergents, l'indice MSCI IEM recule de quasiment, je crois, 10% de plus en plus haut de la mi-février. Et qu'est-ce qui explique cette correction ? C'est cette... Il faut dire que comme on le disait précédemment, la composition des indices, de l'indice émergent ressemble aujourd'hui beaucoup plus au S&P, quelque part, qu'aux indices européens. Donc, effectivement, on a un poids des valeurs Internet qui a performé de manière monumentale l'année dernière, dont leur poids a augmenté. La baisse ou la correction, on va dire, sur valorisation peut-être excessive de ces titres-là, fait qu'effectivement, l'ensemble de ces marchés, y compris le marché chinois, baisse plutôt plus que l'Europe et les États-Unis depuis le début de l'année. Ouais, et la baisse est particulièrement marquée en Chine ou... On a des baisses assez fortes en Chine, parce que s'ajoute un autre sujet en Chine, je dirais, qui est l'incertitude sur la réglementation des sociétés plateformes, avec la mise en place d'une loi antitrust, qui rend un petit peu l'environnement un peu incertain, l'environnement réglementaire un peu incertain, notamment pour Alibaba, pour Tencent, pour les géants de l'Internet. Donc ça ajoute un peu à l'incertitude, qui à mon avis est une incertitude plutôt de court terme. C'est pas dramatique non plus. On aura sans doute beaucoup plus de visibilité à partir de septembre. Donc ces titres-là risquent d'être un peu capés pour les mois qui viennent. Oui, parce que sur les résultats, Tencent a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Et j'ai regardé, alors du coup, ils sous-performent quand même le Hang Seng Tech, par exemple. Depuis le début de l'année, vous voulez dire. Sur Tencent, oui, sans doute un petit peu, mais encore que Tencent se performe plutôt pas de manière trop mauvaise. On a quand même quelques titres, des titres qui baissent de 20-30% quand même.
surtout depuis le plus haut de mi-février. N'oublions pas que quand même en janvier, tous ces titres-là ont fortement monté, y compris Tencent. Tencent a monté de 15% quasiment en janvier et ensuite a rebaissé depuis. Donc on a quand même une volatilité assez importante à court terme, liée à cette incertitude réglementaire, liée également au fait que la Chine resserre son crédit. Clairement, les conditions de liquidité en Chine sont moins favorables aujourd'hui qu'elles l'étaient l'année dernière. Ce qui, là, pour le coup, est assez normal, puisqu'on a une économie qui repart, et donc elle a besoin de liquidités. Donc les liquidités excédentaires, qui souvent s'investissent sur les marchés, sont réduites. D'où cette correction de valorisation. Comment on sort de cette correction en général? Soit les choses vont mal, et alors là, les bénéfices ne sont pas là. Effectivement, la baisse est justifiée par la baisse des bénéfices, finalement. Soit les bénéfices sont là et le marché corrige parce que la valorisation a été considérée comme étant un peu excessive, et on repart sur les bénéfices, sur les perspectives bénéficiaires qui, globalement, dans les pays émergents, plutôt dans les pays de l'Asie, la Chine, la Corée, Taïwan, donc les pays techno, les perspectives bénéficiaires cette année restent, à mon avis, très très bonnes. Elles vont même, dans certains sous-secteurs, s'accélérer. Du fait d'une demande, notamment de la 5G, qui est quand même quelque chose d'assez important pour tous ces titres. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, il y a une rotation un peu sectorielle, comme on a pu l'observer en Europe ou aux États-Unis. Exactement. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle la value, les titres cycliques, on performe plutôt bien depuis mi-février. Donc on a vraiment une inversion je dirais, tout à fait similaire à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe. Là où on peut quand même être un peu plus prudent sur ou se dire que cette hausse, en tout cas, ou cette rotation n'est pas forcément pérenne, c'est que les drivers souvent de ce genre de choses n'ont pas une pérennité très forte ou des perspectives très fortes. En d'autres termes, si la Chine doit commencer à ralentir à partir du deuxième semestre, troisième trimestre, ce que nous dit en tout cas la courbe des taux chinoise aujourd'hui, il faut, à mon avis, être assez prudent sur le prix des matières premières. Or, le secteur des matières premières, c'est un grand secteur cyclique émergent qui a très bien performé, pas simplement depuis 3 mois, mais depuis au moins 9 mois quasiment, parce que le prix des matières premières est bien remonté depuis l'été. Mais là, aujourd'hui, la demande chinoise va faire qu'on peut avoir un ralentissement, indéniablement. Et n'oublions pas que sur certaines matières premières, la demande chinoise est 3 à 4 fois supérieure à la demande américaine. Alors, on a du mal à se rendre compte de ça. Voilà, c'est bien. Les États-Unis, ils ont un plan de relance dans l'infrastructure, donc il va y avoir bien sûr une demande de matières premières, matériaux de construction, qui va être quelque part inédite. Mais encore une fois, là, on ne parle pas des mêmes montants. Oui, c'est en Chine, les montants sont largement plus importants. Justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont mieux performé que d'autres? Là, on parle évidemment beaucoup de la tech, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont finalement profité de Alors, les phase-là? financières s'en tirent pas trop mal quand même depuis le début de l'année. Alors, c'est un secteur qui a globalement bien sous-performé l'année dernière, comme vous l'imaginez. Mais là encore, on n'est pas sur on est sur une diversité, je dois dire, de performances assez importante. On a des banques indiennes qui performent très bien depuis 3-4 mois. Des banques chinoises qui ont commencé à repartir un petit peu, mais c'est pas exceptionnel. Il faut dire que les banques chinoises appartiennent toutes à l'État quasiment, donc elles n'ont pas non plus la flexibilité que peuvent avoir les banques privées indiennes, qui sont quand même beaucoup plus réactives. Au Brésil, on a eu un peu de reprise du secteur bancaire en début d'année, mais ça s'est quand même calmé avec la baisse du réal et puis la situation sanitaire qui est mauvaise. Donc même le jeu cyclique au Brésil a été considérablement amoindri, affaibli par rapport à la crise sanitaire. Mais voilà, ailleurs, par exemple, le Mexique a bien reperformé ce début d'année sur la reprise américaine. Donc voilà, les financières ont plutôt pas trop mal fait. Les valeurs de matières premières ont plutôt bien fait. Alors le cuivre est toujours un peu particulier parce que le cuivre, il y a une demande structurelle, externe, bref, qui ne le met pas dans la même ligue que le minerai de fer, par exemple. Mais globalement, là, on a quand même plutôt de belles performances. À mon avis, il faut être prudent, notamment sur ce secteur. Et du coup, sur les taux, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on parle évidemment d'une remontée
on va dire, mesurer pour l'instant des taux aux États-Unis. On doit être à 1,75 sur le 10 ans ce midi. Qu'est-ce qu'il en est en Chine ? Alors, les taux chinois, eux, sont plus élevés, ils sont plus au-dessus de 3 qu'en dessous, quoi. Ils ont remonté progressivement l'année dernière entre le mois de février et le mois d'octobre à peu près, quoi. Et depuis, ils montent un petit peu, très légèrement. Donc la hausse récente des taux américains n'est pas du tout reflétée par la hausse des taux chinois. Et donc le spread a été augmenté en faveur du renminbi, en faveur de la monnaie chinoise. De fait, la monnaie chinoise se porte très bien dans cet environnement. Elle a monté l'année dernière contre le dollar, c'est une des devises les plus fortes. Et depuis le début de l'année, elle performe tout à fait correctement. Donc ces taux chinois montrent bien que non seulement la Banque centrale chinoise est ce qu'on appelle en avance par rapport au cycle, et donc on voit bien que les obligataires chinois n'ont pas envie d'aller enquiquiner, je dirais, la Banque centrale, comme on le voit ici plutôt aux États-Unis, où les acteurs obligataires poussent les taux longs à la hausse pour peut-être forcer la Banque centrale américaine à revoir sa politique à court terme, quoi. Ailleurs, dans d'autres pays émergents, on a commencé à voir des hausses de taux. Au Brésil, on a monté les taux. En Russie également. Alors, on a tenté de les monter aussi en Turquie. En Turquie, ça s'est mal passé. Oui. Effectivement. En termes de potentiel de croissance, vous disiez ça va ralentir un peu en Chine parce qu'effectivement, l'effet de base voilà. Mais en Inde, par exemple, l'OCDE parle d'une croissance à 12%, ce qui serait bien au-dessus de la Chine. Mais on a des perspectives là sur l'Inde là aussi, on a un effet de base qui est très fort. Le deuxième trimestre indien était en baisse de 15% à peu près. Donc on va avoir des chiffres qui vont être un peu spéciaux, j'ai envie de dire, sur les 2 ou 3 prochains trimestres, qui seront largement liés à l'effet de base. En Inde, on estimait qu'on était vraiment dans une perspective de normalisation. Là, on a une reprise du Covid quand même qui peut remettre en cause cette perspective. Donc on va être prudent pour les prochaines semaines. Ouais, je pense qu'en termes économiques, de reprise économique, il faudra être prudent. Chaque pays aura je dirais, des perspectives assez différentes. C'est ça, c'est autant tout le monde s'est arrêté quasiment en même temps, autant la reprise sera décalée. En fait. Voilà, absolument. Et cette reprise dépend essentiellement de la vaccination, des campagnes de vaccination, et on voit bien comment c'est compliqué ici en Europe. Pour les pays les plus pauvres, ce sera malheureusement aussi un peu compliqué. Merci beaucoup Bruno Vanier. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de Gemway Assets. On se retrouve bien sûr tout à l'heure à 18h30 en direct sur Bismart pour une heure de débrief complet sur la journée des marchés financiers. Et puis d'ici là, vous retrouvez Eva Ben Saadi tout à l'heure à 14h55 pour le point de l'après-midi. À tout à l'heure. Très bonne journée sur Bismart.